Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Un peu moins dans le jus, un peu moins dans le dur que l'épisode de la semaine dernière sur mon appartement détruit. Bien sûr, l'histoire n'est pas terminée. J'ai passé une bonne partie du week-end à coordonner le chantier, à voir comment est-ce que je pouvais récupérer rapidement le logement dans un état qui serait digne de la mise en location. Je vous raconterai ça un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. Pour l'épisode du jour, on va parler avec, donc j'accueille Jérémy Doyen, donc il est cofondateur d'un cabinet en gestion de patrimoine, mais surtout il a des très bonnes connaissances en tout ce qui est structuration de société, structuration de patrimoine. Donc on va parler SARL, SASU, EURL, auto slash micro-entreprise, quelle fiscalité pour quel profil, comment réduire les frottements fiscaux. Donc ce sera avec Jérémy, vous allez l'écouter dans très peu de temps. Sinon, donc qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai beaucoup de points, comme toujours, à vous raconter. Alors le premier, c'est j'ai passé une bonne partie de week-end avec mon appartement problématique. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur appartement détruit, je vis le cauchemar de tout investisseur. Donc ça avance. Il s'avère que j'avais trouvé une personne pour débarrasser le chantier. Il l'a bien fait, mais mais en fait, les dégâts, ils sont. Après, il m'a envoyé des photos et en fait, les dégâts, ils sont plus importants que ce que je pensais. Donc, en gros, faut tout refaire. Je peux rien garder quasiment dans l'appartement. Donc voilà, c'était un peu la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'huissier de justice, le commissaire de justice, il est passé. Donc maintenant, on va dire d'un point de vue légal, on est dans les clous. Donc ça avance. Sinon, je vous avais dit que j'avais 4 acquisitions en cours. Donc là, je viens de signer une offre de prêt pour une des acquisitions et j'ai des démarches là pour une deuxième. Donc ça avance bien. Voilà, l'épisode de la semaine dernière et franchement, ça me tracasse encore quand même pas mal d'un point de vue surtout planning et argent, cette histoire de logement détruit. Après, voilà, il faut garder à l'esprit que j'ai plusieurs dizaines de lots. Je vous avais fait un épisode comment j'ai acheté 1 million d'euros en immobilier juste en 2022. Donc voilà, il y a donc il y a des forcément, il y a plein d'autres appartements qui tournent, tous les autres appartements tournent, les loyers sont payés. Voilà, ça représente plus qu'un salaire de cadre par mois qui rentre. Donc, j'ai eu, voilà, pour une de mes dernières acquisitions que j'avais fait en mai, j'ai de nouveau eu un virement Airbnb quand même qui doit faire plus que 2 fois le remboursement. Donc, tout ça, ça se passe plutôt bien. Mais par contre, l'appartement, c'est une vraie galère. Et quand on est investisseur immobilier, le cash, c'est le nerf de la guerre. On paye des apports qui sont quand même très importants, même si on a du cash flow sur les logements, on récupère jamais en fait ces apports parce que si vous avez, je sais pas, 300 euros de cash flow, c'est beaucoup. Là, on s'est fait prélever les taxes foncières, donc déjà il y a une partie qui part dans la taxe foncière. Et si vous payez 10 000 euros d'apport avec 300 euros de cash flow, c'est pas avec ça que vous allez reconstituer rapidement votre apport. Donc voilà, là, le problème que j'ai sur cet appartement, c'est que j'ai pas d'emprunt pour le refaire. C'est pas comme si on achète, qu'on a 10 000 euros d'emprunt et que du coup, on peut le refaire avec l'argent. Enfin, on peut refaire l'appartement dès le départ avec l'argent de l'emprunt. Donc moi, ça va être de l'argent que je vais devoir sortir comptant. Je vais pas faire un prêt pour ça, trop compliqué, trop de démarches pour une somme qui est assez faible. En plus, j'aurai un crédit travaux peut-être sur 5 ans ou 7 ans avec des taux qui sont élevés. Donc il y a pas trop d'intérêt. Mais en même temps, j'ai acheté un garage. Je vous l'avais dit, je pense il y a 2 semaines, je sais plus, il y a 1 ou 2 semaines. J'ai acheté un garage, donc c'est de nouveau content, plus les apports pour les 3 autres projets. Donc ça fait voilà, ça fait quand même pas mal d'argent à sortir. Et je m'en serais bien passé, mais on s'en serait bien passé à n'importe quelle étape de la vie de ce genre de désagrément. Voilà, donc ça c'est le premier point, mais voilà, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai pas le temps, donc là c'est vraiment quelque chose, une ressource qui me manque. Je vais faire un épisode sur le sujet, mais d'un point de vue argent, c'est pas très dramatique. L'appartement à la fin, il sera mieux que ce qu'il n'était au départ. Mais bon, voilà, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle, surtout quand on se fait ponctionner des taxes foncières. Je sais pas, moi j'ai notamment des comptes au Crédit Mutuel, ils montrent ce qui est rentré, ce qui est sorti dans le mois. Là, on a payé un apport plus les taxes foncières. Bon, là, tu vois, la colonne des dépenses, elle est à des montants, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça pique, quoi. Mais bon,
Voilà, c'est le jeu. Pour le reste, ça se passe plutôt bien. D'autres nouvelles que je peux vous annoncer. La première, et ça va peut-être vous donner de l'espoir pour les débutants ou ceux qui sont en train de faire l'acquisition ou qui réfléchissent à faire l'acquisition de biens. Donc vous le savez, avec Michel, mon associé, on a le Club Invest dans lequel on aide des personnes à investir. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, soit vous m'écrivez, soit clubinvest.fr. Donc, c'est vraiment du coaching en one-to-one. C'est pas dans des groupes, c'est pas que des vidéos. Vous êtes laissé à l'abandon et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, donc ça, je le fais donc avec des membres du club. Et en fait, j'ai appliqué plus ou moins la même recette avec une de mes proches. En fait, elle cherchait un logement à acheter pour investir à Strasbourg et elle n'a pas le temps. Donc en fait, je vous dis rapidement, en gros, j'ai trouvé des annonces. Donc ça, je le fais. Les membres, on vous aide, on vous accompagne dans tout ce qui est les annonces, les visites, on débriefe ensemble et tout. C'est quand même à vous d'écrire, c'est quand même à vous d'aller visiter, bien entendu, puis à vous d'être actif dans tout le processus. Mais nous, on est derrière pour vous dire, bah, va visiter ça, va pas visiter ça. Là, c'est une bonne affaire. Là, c'est pas une bonne affaire. Voilà, on débriefe tout, on va dire ensemble. On vous donne des pistes aussi, mais on le fait pas à votre place. Forcément, il faut bien que vous appreniez à le faire. Et là, du coup, j'ai une de mes proches qui avait vraiment pas le temps. Du coup, je lui ai envoyé les annonces. Elle a appelé pour prendre les rendez-vous. Je suis allé avec elle à une visite. On a fait une offre, une grosse négo. Donc c'est moi qui ai créé l'offre, hein. Franchement, j'ai fait quand même une bonne partie du boulot, dans le sens où j'ai trouvé l'annonce, j'étais à la visite avec elle, bien sûr, et j'ai fait l'offre. Et on a trouvé un appartement à Strasbourg sans travaux, dans une résidence des années 2000, déjà loué à 9% de renta. Donc voilà, à Strasbourg, donc dans une des 10 plus grandes villes de France, la ville la plus chère probablement de tout le enfin, du Grand Est, quoi, ou quasiment. On a trouvé un bien à 9% de renta. Bon, on l'a bien négocié, bien entendu. Voilà, j'ai bien cherché. Ben, j'ai l'habitude hein, de chercher des biens. On a bien cherché, on a bien trouvé. Le bien, il est nickel. J'étais dedans. Il n'y a aucun travaux, il n'y a rien à faire. Il y a déjà le locataire. Voilà, la résidence super propre, super. Des biens, limite, enfin voilà, j'aurais préféré l'acheter pour moi presque que pour cette personne. Donc voilà, si vous voulez avoir des résultats comme ça, vous pouvez rejoindre le Club Invest. Si vous voulez juste négocier, j'ai une formation sur le sujet, négocier pour faire des gros billets. Ou si même vous voulez, vous avez déjà trouvé un bien, vous voulez négocier, vous voulez pas vous taper les vidéos de ma formation et tout, qui sont très très intéressantes, bien entendu. En fait, je peux négocier, je peux vous écrire les offres et tout. Vous avez juste à me contacter et je peux mener la négo à votre place si si vous en avez besoin, si vous savez pas comment faire. Voilà, on peut en discuter ensemble et moi je vous écris les offres. Par exemple là on a fait une offre, il y a une contre-offre et on n'a pas accepté la contre-offre volontairement et on a pu encore baisser. Donc voilà, vous me contactez info@bybepatron.net. Donc si vous voulez ma formation négocier pour faire des gros billets, elle est elle est bien sûr sur mon site grosbillets.com. Et si vous voulez rejoindre le club Invest, ben là pour vraiment enchaîner les acquisitions, go. 9% de renta, on a des biens à plus de renta que ça. Bien entendu, mais c'est pas dans des immeubles des années 2000 avec que des gens nickel dedans, à Strasbourg, dans une des plus grandes villes de France, voilà. Dans un quartier qui est plutôt très bien. Voilà. Il y a toujours, si on a tout ça, 9% de renta, c'est inespéré quasiment dans n'importe quelle ville de France. Donc, euh, donc voilà, on peut avoir des biens avec plus de renta, mais alors il faut faire des autres modes d'exploitation ou alors aller dans soit des copros qui sont plus anciennes ou des quartiers qui sont moins bien et donc ou des villes qui sont moins bien, selon moi en tout cas. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, j'ai sorti plusieurs vidéos très intéressantes dans l'Académie des gros billets. Je vais vous les citer. Donc les 3 vidéos que je vous ai sorties récemment, c'est bah, déjà je vous ai mis, en fait je vous en ai sorti 4. Je vous ai mis une sur le parrainage pour récupérer plus de 200 euros en investissant donc dans la formation sur la bourse. Je vous ai mis une vidéo pour la formation IA, l'assistant vocal avancé de ChatGPT, apprendre les langues, comprendre la mérule. Très utile, comment on peut s'en servir aussi quand on est fait de la location courte durée.
Et surtout, je vous ai fait deux vidéos, je pense, très intéressantes. Une, c'est sur la négociation du garage. Donc, mélange, j'ai appelé ça mélange de bons et mauvais vendeurs. Batna, comment en fait, là, je suis en train d'acheter un garage et comment en fait, j'ai gratté, je pense, le maximum qu'on pouvait gratter sur cette négo. Je vous explique pourquoi, comment j'ai fait, la stratégie que j'ai adoptée. Et à mon avis, c'était impossible de gratter plus. Et pareil pour l'appartement de Strasbourg, là, de ma proche, impossible de gratter plus selon moi, parce qu'il y a eu voilà, des gros délais de réflexion, des gros délais même où parfois ça faisait un peu les morts. Et quand c'est comme ça, enfin voilà, en tout cas, si vous regardez la vidéo, vous comprendrez que je pense que j'ai gratté le maximum, que c'était à la fois un bon et un mauvais vendeur, et que moi, j'étais pas dans la meilleure position non plus. Donc vraiment, je vous ai tout dit, toutes les dates, comment j'ai fait pour négocier ce garage. Donc j'ai négocié entre 15 et 20%. C'est pas la meilleure négo de ma vie, mais je suis très content d'avoir ce garage une fois que ça aura été à son terme cet achat. Et après, je vous ai fait une vidéo sur l'investissement le plus risqué et le plus rentable possible en bourse, plus 360% en 5 ans. Donc, en fait, j'achète devant vous et je vous explique l'investissement le plus risqué et le plus rentable en bourse, donc plus 360% en 5 ans. Pour vous dire, donc pour faire l'exercice, j'ai acheté pour 1030 € de ce produit financier que je juge, en tout cas parmi les plus risqués en bourse, même s'il y a des produits qui sont encore plus risqués. Et là, donc en une semaine, j'ai gagné plus 2,88%. Donc l'investissement, il vaut 1061 €. J'ai gagné 30 €. Bien sûr, les résultats passés, surtout sur cet instrument, ne préjugent pas des résultats futurs. Mais en tout cas, je vous ai fait pour le sport, pour vous montrer comment ben voilà, si vraiment vous êtes risk taker, si vous investissez dans la crypto, moi je trouve que c'est moins risqué que la crypto et les résultats ils sont meilleurs, plus 360% en 5 ans. En tout cas sur 3 ans, j'ai regardé, c'est bien meilleur que le Bitcoin et tout. Je vous explique tout ça. Donc en fait, vous pouvez nous rejoindre dans l'Académie des gros billets. Merci à des personnes qui nous ont rejoints ce week-end encore. L'Académie des gros billets, vous avez accès à toutes mes formations, toutes les, formations à venir, les mises à jour. Et en fait, l'Académie des gros billets, donc ça à 39 € par mois. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Par contre, dans un mois, en fait, je vais fermer les portes pour peut-être toujours, mais en tout cas plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De l'Académie des gros billets. C'est une offre, voilà, je l'ai lancée. Je savais, en fait, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont dit, mais t'es complètement fou de mettre tout ce contenu à 39 € par mois. Vraiment véridique, j'ai des mails et tout. Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça super intéressant d'avoir tout le savoir à un seul endroit, en un seul abonnement. Vous pouvez écrire dans un groupe Telegram, vous pouvez m'appeler. Et donc, vous avez les formations. Celle qui fonctionne le mieux, c'est négociation, bourse et dossier bancaire. Et en plus, et intelligence artificielle. Et puis en plus, vous en avez pour le sport une sur loger gratuitement quasiment grâce à la location courte durée et lancer son podcast. Donc j'ai plusieurs membres qui ont lancé leur podcast. Je pense que quasiment toutes les personnes qui ont pris la formation sur le podcast, elles ont lancé le podcast. Ça, je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais là, vous avez tout. Vous avez toutes les mises à jour, tout à un seul endroit. Grosbillet.com, Académie des gros billets. Et donc, et vous pouvez, si par exemple vous investissez en bourse, si vous ouvrez un compte, vous avez mes comptes de parrainage, vous pouvez récupérer alors bien sûr, il y a des conditions, mais vous pouvez récupérer jusqu'à 200 €, voire même plus. Donc, ça peut vous payer plusieurs mois de l'académie. Donc, pour l'instant, c'est ouvert et dans un mois, j'ai pas décidé, en tout cas en décembre, c'est sûr que ce sera plus là. Et vers le 25 novembre, je vais fermer. Parce que ben voilà, après je vais basculer sur d'autres propositions, mais en tout cas tous les membres, ils auront toujours accès tant qu'ils sont membres à toutes les formations en fait qui vont qui vont sortir, qui sont sorties et qui vont sortir. Donc voilà, si vous voulez accéder aux formations dont je viens de donc vous avez toutes mes formations, bien sûr, il y a des heures et des heures où je vous explique tout sur la bourse, l'intelligence artificielle pour les investisseurs, la négociation. Et en plus, bah, vous avez, là, vous voyez, j'ai sorti en une semaine 4 vidéos. Une sur l'investissement le plus risqué, le plus rentable possible en bourse. Une sur comment j'ai négocié le garage. Une sur l'assistant vocal avancé de ChatGPT. Comment il peut vous aider à apprendre des langues, à comprendre certains points des travaux. Et puis une vidéo, je vous ai fait de récap pour récupérer 200 € de parrainage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.
On attaque la vidéo avec, enfin, pour vous, ce sera de l'audio, avec Jérémy Doyen pour parler de la holding. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec un podcasteur, mais pas seulement, la personne de Jérémy Doyen. Et on va notamment parler de holding quand on a une société. On le sait un peu, c'est l'arme fatale dans le brouhaha fiscal qu'est notre cher Hexagone. C'est un peu le meilleur moyen d'éviter les frictions. Écoute, Jérémy, je te laisse peut-être te présenter. Et je ne sais pas si je t'avais informé, mais en tout cas, les invités, j'aime bien qu'ils racontent un peu un job ingrat qu'ils ont pu faire dans une ancienne vie, peut-être un stage de troisième, un job d'été, pour voir un peu le gap qui a eu lieu entre maintenant. Donc, toi, tu as créé un cabinet de gestion de patrimoine et puis ton ancienne vie. Donc, je te laisse te présenter. Moi, Jérémy Doyen, conseiller en gestion de patrimoine pour le cabinet Bonnet et Doyen Conseil. On a maintenant lancé le cabinet il y a presque 3 ans. C'était début 2022, on arrive à fin 2024. Le cabinet Bonnet Doyen Conseil, on est maintenant 4 associés, on n'est plus 2 associés. Mais auparavant, j'étais banquier privé chez BNP Paribas. Puis avant ça, j'avais fait une licence en sciences économie à Poitiers. Puis auparavant, c'était le lycée, puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour le job ingrat, je vais tout de suite aller dessus. Moi, j'avais fait pendant toutes mes études des petits jobs étudiants de 2 mois l'été. Et le pire job que j'ai fait, c'était travailler à l'usine, à faire de mon côté un job qui était manuel où je répétais un mouvement toute la journée que je devais faire en moyenne entre 500 et 1500 fois. Et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ça parce que c'est très, très compliqué au niveau du dos, au niveau des bras. On a mal partout, on a des courbatures. Après, je pense que c'est un geste où on prend l'habitude et au fur et à mesure, on a moins mal. Mais je trouve que le geste est quand même compliqué et j'avais détesté ce job, ce qui m'avait poussé encore plus à développer mes connaissances dans ce que j'aimais et ce qui me passionnait, c'est-à-dire la gestion de patrimoine. Ok. Et c'était une usine de quoi? Vous produisiez Une quoi? usine de Valeo qui faisait du coup de la manufacture pour tout ce qui est automobile. Donc concrètement, Yes. on faisait des essuie-glaces. Voilà. Ok. Les fameuses essuie-glaces gratuites chez Carglass. Non, c'est pas ceux de Valeo, ça dépend. Ok, écoute, on va attaquer sur la gestion de patrimoine et surtout sur la holding. L'important, donc on va se mettre un peu dans l'exemple d'une, je sais pas, tes clients, c'est forcément des Des entrepreneurs entrepreneurs. qui, donc la base de la base, c'est quand même, je pense que tu confirmeras, d'avoir une activité qui génère du bénéfice et des revenus, et après de voir ce qu'on va en faire. Est-ce que tu peux nous décrire, peut-être, voilà, admettons, moi, je lance ma société, je fais 150 000 euros de bénéfices, j'ai un enfant, tiens, on va créer ça. Je sais pas si ça change quelque chose. J'ai un enfant, une femme, j'ai besoin d'une protection sociale, et puis bien sûr, je veux payer le moins d'impôts possible parce qu'on sait qu'ils sont tellement bien dépensés. On aurait peur que l'État fasse trop bien avec. Donc, quelle est la stratégie? Est-ce que il faut que je mette quelque chose en place avant même de faire ces bénéfices, notamment une structure peut-être juridique adaptée? Ou c'est une fois que le bénéfice est là qu'on se pose les questions, comment ça se passe? Ça dépend effectivement, là tu viens de le dire, hein. Soit tu es auto-entrepreneur et donc tu n'as pas de société et donc ton chiffre d'affaires réalisé peut représenter ton bénéfice si tu as très peu de charges. Et donc, si tu n'as pas de société, tu es imposé automatiquement sur le chiffre d'affaires réalisé. Tu peux bénéficier d'abattements en micro-entreprise ou autre si effectivement tu ne dépasses pas certains plafonds. Ça, c'est le côté micro-entreprise ou auto-entreprise au réel. Donc, fiscalité directement sur le chiffre d'affaires, après des abattements en fonction des plafonds, et puis charge sociale directement sur le chiffre d'affaires. Et là, il n'y a pas d'abattement. Donc, concrètement, hein, tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, tu payes 21,2% de charge sociale, ça te fait tout de suite 42 000 euros à payer de charges sociales. Là, il n'y a pas d'abattement sur cette partie-là. Sur la partie impôt sur le revenu, il y a un abattement. Et effectivement, avec ta situation familiale, tu auras un tout petit peu moins d'impôt sur le revenu car tu as un enfant. Ça te permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Je parle bien pour la France ici. Point important par rapport à ça, si maintenant tu vas sur la partie société, là, tu encapsules ton chiffre d'affaires et c'est toi qui décides ce que tu te rémunères ou ce que tu réalises comme bénéfice. Yes. On peut peut-être parler, je pense, j'avais pas prévu, mais on peut peut-être parler un peu de l'auto-entreprise parce que pour des personnes qui se lancent ou qui ont des side business, c'est quand même je pense que c'est un très bon moyen. Le gros point noir, tu confirmeras, c'est si on revend, en fait, l'achat-revente, en fait. C'est là où c'est très compliqué parce que vous n'êtes pas imposé sur la marge, contrairement à toutes les autres sociétés. Là, vous êtes imposé directement sur le chiffre d'affaires.
comme les salariés un peu, hein. Enfin, les salariés, c'est un peu plus complexe que ça. Mais du coup, il faut faire très attention. Tout à fait. L'auto-entreprise, on n'encapsule pas son chiffre d'affaires. C'est hyper important de le comprendre. Il arrive et il sera forcément déclaré comme il est. Concrètement, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ces 100 000 euros de chiffre d'affaires dépassent les plafonds. On calcule les charges de l'année. Si on a eu 10 000 euros par rapport à l'activité, il y a 90 000 euros qui vont venir en revenus imposables. 90 000 euros en revenus imposables, c'est à peu près 15 à 20 000 euros d'impôt sur le revenu. Et sur 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est aussi 21 000 euros de charges sociales. Donc là, quand je te fais ça, ça fait un peu un tableau noir. C'est-à-dire que pour 100 000 euros, tu as 40 000 euros d'impôt. Là, c'est parce que tu es en auto-entreprise et que ça ne correspond pas à la situation que tu devrais être. Tu devrais peut-être plutôt être en société. Mais l'auto-entreprise, comme tu l'as dit, c'est aussi un Eldorado. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, te prendre la partie versement libératoire pour l'impôt parce qu'on avait des conditions de revenus auparavant qui étaient intéressantes et parce qu'on bénéficie d'un abattement fiscal parce que notre plafond, encore une fois, n'est pas dépassé. En gros, l'auto-entreprise, ça s'adapte vraiment aux sociétés qui font des chiffres d'affaires plus faibles que les plafonds désignés par l'État. Et là, on y trouve un intérêt. Ok. Mais du Et coup, on est plafonné. C'est ce que tu comprends. Bien C'est-à-dire sûr, qu'on est un peu c'est ça. salarié parce qu'on est plafonné. On ne peut pas faire d'autres Ouais. activités. Si on commence à faire d'autres activités, on va dépasser le plafond, ça va nous faire des problématiques fiscales et donc on va devoir partir en société. Tu vois un peu le mécanisme. Ouais, c'est ça. Et parfois, c'est un peu une vraie question à se poser. C'est est-ce que je veux vraiment aller beaucoup plus haut ou est-ce que ça me convient comme ça? Mais souvent dans l'entre-deux, c'est comme si vous avez un hangar et qu'il est plein. Est-ce que le jour où vous allez acheter un plus gros hangar ou une plus grosse usine, et ben en tout cas les premiers temps, vous allez perdre de l'argent par rapport à la situation d'avant parce que vous allez avoir des revenus, des coûts fixes qui seront plus élevés. Tu peux peut-être nous dire juste parce que c'est vrai que moi j'ai jamais eu vraiment d'auto-entreprise. Et tu peux peut-être nous dire juste les conditions. Donc, tu as parlé des 21%. Donc, ça, c'est les cotisations. Souvent, on dit que la France, c'est un enfer fiscal. Au final, les impôts sont pas si élevés par rapport, les impôts sur le revenu, par rapport à d'autres pays. Par contre, c'est plutôt les cotisations sociales qui sont très élevées. Donc, on peut avoir un impôt très faible, non, avec certaines conditions. Je crois que c'est 1, 2 ou 3%. Exactement, on peut avoir 1% d'impôt grâce au versement libératoire, 1,2, 1,3, un pourcentage exact en fonction des années et qui change tous les ans. Mais en tout cas, c'est un impôt très faible, mais qui dépend de certaines conditions des 2 années précédentes. Et donc, il faut avoir des revenus qui sont quand même assez faibles, parce qu'on ne peut pas bénéficier de ça sans avoir des revenus très faibles. Point important, sinon, l'impôt sur le revenu se calcule après un abattement qui dépend de l'activité. Activité commerciale, la plupart du temps, on est à 50% d'abattement. Activité de l'autre côté BNC, les activités libérales, on est à 34% d'abattement. Donc voilà un petit peu vers quoi on peut aller. Et puis il y a des abattements encore plus élevés, mais on ne va pas tous les faire. En tout cas, concrètement, tu prends ton chiffre d'affaires, tu appliques l'abattement qui dépend de ton activité, ça te fait ton chiffre d'affaires et donc ton revenu imposable après abattement, 100 000. Si c'est 50% d'abattement, tu as 50 000 à déclarer. Yes. OK. Mais attention à ne pas dépasser les plafonds qui dépendent aussi de chaque activité. Si tu dépasses les plafonds 2 années de suite, tu tombes dans le réel et là, c'est tes charges que tu mets en face. Et donc là, l'impôt peut devenir très, très lourd. Et là, je suis d'accord avec toi, la fiscalité peut devenir un enfer. OK. Et du coup, les sociétés. Donc moi, c'était ça mon idée principale. Les sociétés, en gros, il y a deux grosses familles de sociétés. Hein, tu confirmeras ou Tout à fait. t'infirmeras. En gros, il y a les SARL, EURL, selon si on a un ou plusieurs associés, et les SASU ou SAS, pour lesquels les rémunérations diffèrent. Est-ce que tu peux nous dire, on n'est pas encore à la holding, mais tu peux nous dire justement dans quel cas on opte pour l'un ou pour l'autre? C'est assez simple d'opter non, mais c'est assez simple d'expliquer les deux situations. La SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. On est considéré comme président ou directeur général quand on détient tout seul sa société. On est même les deux, tout simplement. Et on est donc assimilé salarié. Ce qui veut dire assimilé salarié, ça veut dire que là, on reparle des fameuses charges sociales sur les salariés en France. Et donc, on va payer 80% de charges sociales si on se rémunère 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Et donc, 80% sur 100 000 euros de rémunération, c'est 80 000 euros de charges sociales. Concrètement, ça, c'est pour la partie SASU. Qui dit haute charge sociale dit forcément haute protection, que ce soit à la retraite ou en termes de protection en cas d'invalidité ou autre. Point important, deuxième point, l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Cette fois-ci, on est sur une activité qui est considérée comme commerciale aussi, comme la SASU, mais cette fois-ci, on ne va pas être président, on va être gérant majoritaire de sa société.
Qui dit gérant majoritaire dit travailleur non salarié et donc non pas assimilé salarié. Et c'est là où on dit souvent que ces personnes-là cotisent très peu pour la retraite et ne se protègent pas vraiment. Il faut mettre en place des choses complémentaires à côté. Pourquoi ? Car effectivement, sur un salaire cette fois-ci à 1000, à 10 000 ou à 100 000 euros annuels, on ne paye que 40% de cotisation sociale. Tu vas me dire, mais moi je veux tout de suite aller vers le URL, car au lieu de donner 80 000 euros dans le premier cas, je vais donner que 40 000 euros pour une rémunération à 100 000. Donc tout de suite, on gagne 40 000. Il faut savoir que si on gagne 40 000 euros, les 40 000 euros gagnés, on cotise moins pour la retraite. Donc, il va falloir cotiser pour sa propre retraite. Et c'est là où on parle des dispositifs comme PER, assurance vie ou immobilier locatif, comme tu sais si bien faire, Thibaut. Ok, super intéressant. Et le petit point peut-être qu'on peut dire, parce que nous, on a beaucoup de gens dans ce cas-là, c'est que par contre, tu as un minimum sur le URL. Enfin, la SASU, tu peux ne payer, si tu ne te rémunères pas, tu payes rien globalement comme cotisation, alors que sur le URL, c'est différent, si je dis pas de bêtises. Exactement. Exactement. Le URL, tu dois payer des cotisations sociales tous les ans dans tous les cas. C'est le minimum URSSAF, alors que dans la SASU, si tu ne te rémunères pas, tu n'es pas obligé de payer des cotisations sociales. Tu as tout à fait raison, Thibaut. Ok. Et le minimum URSSAF, ça représente 1500, 1600 euros par an, c'est strictement rien. Ok. C'est un peu comme nous, on a eu pour les LMP. C'était un peu ce minimum dont tu l'as. Parce que LMP est considéré comme une activité effectivement de travailleur non salarié et donc, bim, tu dois payer l'URSSAF pour un minimum. Yes, même si on fait du déficit. Ok, super intéressant. Donc maintenant, moi j'ai fait 150 000 euros. C'était quand même plutôt une bonne année. Qu'est-ce que j'en fais j'ai ce bénéfice? Pour l'instant, je me suis versé aucune rémunération. J'ai ces 150 000 euros. Qu'est-ce qu'il est judicieux de faire, sachant que j'ai pas des très gros besoins, on va dire. Je sais pas, j'ai besoin de 2 000 euros net par mois, donc 24 000 euros hors tous les prélèvements. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je me débrouille selon toi? Quel serait le bon point pour éviter d'avoir trop de fiscalité? Eh ben, on va dire que tu fais 150 000 euros de résultats avant rémunération. Si tu as besoin, effectivement, de 2 000 euros par mois, c'est 24 000 euros par an. C'est 33 000 euros dans le premier cas chargés socialement pour le URL. Et dans l'autre cas, c'est à peu près 40 000 euros, parce que 24 plus 16 000 euros de charges sociales. Concrètement, dans les deux cas, il va te rester entre 110 et 120 000 euros de résultats nets avant impôt sur les sociétés. J'insiste, avant les fameux 15% et 25% d'impôt sur les sociétés. On va partir d'un résultat du coup net de tout à 100 000 euros. On a 100 000 euros qu'on a gagné, qu'on a réalisé de notre propre travail et on s'est rémunéré déjà 2 000 euros par mois, que ce soit en URL ou en SASU. Maintenant, ces 100 000 euros, si tu veux te les distribuer en tant que personne physique, tu as une nouvelle option qui est les dividendes. Tu peux te rémunérer soit un peu plus tous les mois, soit te distribuer des dividendes. Si tu distribues des dividendes, tu le connais bien, en France, il y a la fameuse flat tax qui existe encore et donc qui fait que 30% d'imposition. Concrètement, tu te donnes 100 000 euros, tu as 30% d'imposition dessus, il te reste 70 000 euros pour faire ce que tu veux, mais c'est bien en tant que personne physique que tu les as. Maintenant, si tu souhaites réinvestir cette épargne, au lieu de le faire passer par la personne physique, tu peux te dire, comme je vais le réinvestir et comme j'en ai pas besoin, je vais l'utiliser pour réinvestir dans des sociétés ou dans de l'immobilier ou dans des investissements financiers. Bref, je vais réinvestir et capitaliser sur les fonds. Sur 100 000 euros, si tu crées une holding au-dessus de ta société commerciale et que cette fois-ci, c'est ta holding qui détient les parts et non plus toi-même, une holding, pour enlever le mot vulgaire, être très simple, c'est une société qui détient d'autres sociétés, tout simplement. C'est une société qui détient d'autres sociétés. Aujourd'hui, c'est bien Thibaut qui détient sa propre société. Et bien demain, ça serait une holding qui détiendrait votre propre société et vous détiendrez la holding. Et bien là, cette fois-ci, si on distribue les dividendes, qui sont les associés? Ce sont la holding. C'est bien la holding qui est associée. Donc c'est la holding qui va récupérer les dividendes qui sont distribués par la société du dessous. Et donc les 100 000 euros, au lieu d'être imposés à 30%, vont être imposés à 0,75%. Concrètement, au lieu de payer 30 000 euros d'impôts en la personne de Thibaut, il payera 750 euros d'impôts en la personne de la holding. Car oui, il y a une exonération de 95% grâce au régime mère-fille, sous condition. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est sous condition. On respecte souvent les conditions quand on fait ce type de schéma. Et les 5% qui sont imposés seront imposés à l'impôt sur les sociétés. Donc 15% de 5%, ça fait 0,75%. Effectivement, donc au lieu d'avoir 70 000 euros qui te restent, il te reste cette fois-ci en haut 99 250 euros, Thibaut. Yes. Par contre, c'est pas mon argent à moi, c'est l'argent de la holding. Donc, Exactement, et c'est hyper important d'insister. C'est pour ça que c'est bien que tu le redises. C'est l'argent de la holding. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si tu veux te distribuer ces 99 250 euros en haut, tu repasses par quoi, Thibaut? Tu repasses par la fameuse flat tax. Flat tax. Ok, intéressant. Et en fait,
je pense que ce qu'il faut se dire, c'est un peu le schéma de pourquoi les gens, ils aiment pas, ils détestent les impôts. C'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'on fait 2 pas en avant et 1,5 pas en arrière. En fait, on va toujours un peu en arrière. L'avantage de la holding, c'est un peu, je pense que la plupart des gens, si tu leur disais, OK, tu payes aucun impôt de ta vie, mais à 80 ans, tu vas payer 70% de tout ce que tu as. La plupart des gens signeraient, même si, parfois on se dit, ouais, j'ai travaillé toute ma vie, blablabla. Mais ce qui est vraiment, selon moi, même psychologiquement, le plus dur, c'est qu'on paye tout le temps des impôts. Et quand tu as l'impression d'avoir mis un peu d'argent de côté, bam, en ce moment, il y a les taxes foncières. Tu as les taxes foncières qui viennent, tu as l'impôt sur le revenu, taxe d'habitation. Et là, en fait, ça te permet de décaler en fait ton imposition et de faire une plus grosse boule de neige, notamment. OK. Et du coup, c'est 100 millions. Hein. Tu as tout dit, Thibaut, parce que pour moi, c'est exactement ça, c'est l'effet boule de neige. Concrètement, au lieu de capitaliser sur 70, tu vas capitaliser sur 100 000. Pour toi, 30 000 euros de plus, c'est presque un projet immobilier de plus par un apport. Donc, c'est quand même ultra important. Ça veut donc dire que tu vas capitaliser sur plus. C'est comme je dis à tout le monde, il vaut mieux faire 5% sur 1 million que 5% sur 700 000 euros. Tu fais tes calculs, ça commence à faire des montants. Et au fur et à mesure, c'est plus 5% sur 1 million, c'est 5% sur 5 millions et ainsi de suite. OK. Et après, du coup, la technique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit cet argent directement dans la holding ou le schéma classique, ça va être de créer, par exemple, une SCI pour investir dans de l'immobilier ou alors une autre société si on veut prendre des parts dans dans d'autres sociétés, par exemple, dans lesquelles on ne serait pas forcément majoritaire. Qu'est-ce qui est recommandé le plus souvent? Et bien là, à chaque situation, sa réponse. Je préfère le dire parce que c'est hyper important, mais pour donner quelques réponses quand même. Concrètement, tu as bien tes 99 250 euros dans ta holding. Et bien, figure-toi que maintenant, si tu le transfères vers d'autres sociétés, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu ne vas plus payer d'impôts. Tu n'auras plus aucun frottement fiscaux. Concrètement, si tu rachètes une autre société avec ces 99 250 euros, c'est bien 99 250 euros qui seront investis. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pareil, si tu veux faire de l'immobilier, la plupart du temps, on dit de dissocier la holding de son activité immobilière pour pouvoir revendre un jour l'immobilier peut-être à part de la holding ou pour pouvoir transmettre peut-être un jour l'immobilier à part de la société commerciale et la société holding. Concrètement, ça dépend de la stratégie de chacun. Mais souvent, la SCI pour faire de l'immobilier et souvent à l'IS pour bénéficier du régime mère-fille va être intéressante dans une stratégie de capitalisation. En plus de ça, et là, c'est là où on va encore plus loin, tu te rappelles, une société civile immobilière, il doit y avoir 2 associés. Mais là, tu as ta holding et toi-même. Ça fait donc bien 2 associés. Donc, tu peux investir toi-même avec ta holding dans une SCI, car on constitue bien la SCI avec 2 associés qui sont différents. Yes. Très intéressant. Donc oui, effectivement, les SASU, EURL, vous pouvez les créer tout seul. En revanche, les SCI, on en parle de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut être à 2. Et l'autre associé, il vaut mieux qu'il tienne la route. Donc, si c'est vous-même, c'est pas plus mal. Le point, en fait, on pourrait un petit peu comparer la holding pour les investisseurs immobiliers à la SCI, à l'IS. C'est la même chose, en fait, entre SCI, à l'IS et à l'IR. Globalement, si on fait des résumés et tout, à la fin, vous aurez payé la même chose comme impôt pour avoir l'argent dans votre poche, sauf que avec la SCI à l'IS, on décale énormément l'imposition et on est imposé qu'au moment où ça nous arrange, que quand on veut, que quand le patrimoine est déjà gros. Alors que la SCI à l'IR, c'est tous les ans que on se prend les impôts. OK, intéressant. Et petite question, c'est sur les charges. Est-ce qu'on peut passer des charges sur sa holding en plus des charges qu'on aurait de l'exploitation de sa société commerciale? Voilà, la société commerciale, c'est une chose. Est-ce que, par exemple, je peux louer un bureau? Est-ce que je peux mettre des charges de ma résidence principale, genre une pièce qui gère la holding? Est-ce que je peux mettre une voiture, un téléphone? Est-ce qu'on passe des charges sur la holding? Alors, la réponse est oui, si c'est une holding animatrice. Et là, la grande différence vient entre la holding animatrice et la holding passive. Il y a 2 types de holding. On dit souvent holding active ou passive ou animatrice ou passive. Concrètement, quand on est actif, quand on est animateur d'un groupe de sociétés, parce que la holding, c'est leur but, c'est son but, effectivement, c'est que la holding va donc avoir un rôle dans l'activité. Et si elle a un rôle dans l'activité, elle peut être rémunérée pour ce rôle et il peut y avoir des charges pour ce rôle. Alors que si elle est passive, si elle est juste là pour détenir des sociétés et ne rien faire, au final, on ne peut pas dire qu'elle a une activité. Et donc, mettre des charges sur quelque chose qui n'est pas actif serait un abus de droit. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut vraiment que la holding soit animatrice pour effectivement qu'on puisse générer de la charge, loyer ou autre, sur la holding. Quelle est la grande différence entre les deux? C'est que la holding animatrice, on va réellement avoir un rôle dans l'activité
Concrètement, Thibaut, si tu as que ta société commerciale et toi-même, il faut que tu dissocies les activités entre ta holding et ta société commerciale pour bien dire que ta holding travaille pour ta société commerciale dans un certain contexte. C'est bien ça qui est important. Et là, on va mettre des conventions de prestation de services en place pour dire que ta holding effectue un service pour ta société commerciale. Et là, on parle d'holding animatrice. C'est technique, hein, ce que je dis ici. C'est pour ça que souvent, on est accompagné par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des experts comptables ou par des avocats fiscalistes ou même par les trois, tout simplement pour faire le schéma. Mais c'est important de comprendre effectivement qu'il y a plein de moyens d'optimiser sa rémunération et d'optimiser ses charges. Ok. Petite digression, si on a parlé de la SCI, il faut deux associés. Souvent, on en met un qui est beaucoup plus majoritaire que l'autre entre la holding et la personne physique. Est-ce qu'il y a une répartition un peu qui est plus plébiscitée, peut-être pour éviter l'imposition ou alors pour mieux se rémunérer, pour éviter des frottements? Ou est-ce on crée une SCI à l'IS, par exemple, avec deux associés à 50-50, par exemple? De ce côté-là, souvent, on dit que la holding doit être majoritaire ou du moins doit détenir une partie importante de la SCI pour bien montrer effectivement que c'est elle qui apporte les fonds et c'est elle qui a un intérêt économique à la situation. Parce que si on cherche juste l'intérêt fiscal, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui arrive qui est l'État et qui va venir tout de suite redresser les sociétés parce qu'il y a un intérêt purement fiscal. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un intérêt patrimonial de transmission et pourquoi pas un intérêt économique et patrimonial et pourquoi pas un intérêt de transmission. Mais il faut vraiment qu'on coche plusieurs intérêts pour faire cette SCI à deux. Et donc, c'est pour ça qu'on constitue souvent la SCI avec un pourcentage un peu plus élevé pour la holding. Du moins, ça, c'est nos conseils et le conseil de nos avocats qui travaillent avec nous. Et c'est pareil pour bénéficier, si on veut remonter les résultats de la SCI, là, si on veut bénéficier du régime Murphy, dans les conditions, souvent, il y a des conditions de participation. Un pourcentage minimum qui est encore une fois 5% de détention et que la société soit à l'IS en bas. Ok. Super intéressant. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet argent? Par exemple, tu as parlé des PER, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas du tout. Est-ce qu'on le fait au niveau de la holding? Est-ce qu'on le fait au niveau de la société commerciale? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'il y a des abattements? Quels sont les produits? Qu'est-ce qu'on fait avec son argent par rapport à tout ça? Avec ta holding, tu peux déjà investir dans l'immobilier, tu l'as compris. Ça, on l'a balayé, on a fait plutôt le point. Tu peux également investir dans d'autres activités commerciales. Et là, c'est du private equity. Tu achètes des sociétés, tu achètes du titre non coté ou tu t'investis dans de nouvelles activités. Ça, c'est des investissements financiers également. Puis après, tu as des investissements purement financiers où là, tu fais confiance à des conseillers en gestion de patrimoine, où tu fais confiance à toi-même en faisant des investissements financiers par des contrats de capitalisation. Et là, tu vas investir sur ce que tu veux à l'intérieur d'un contrat de capitalisation et tu peux le faire avec ta holding. Et ta holding a le droit de détenir un contrat de capitalisation avec même du fonds en euros qui est souvent réservé aux personnes physiques pourtant. Mais c'est vrai qu'on peut avoir du fonds en euros dans un contrat de capitalisation d'une holding. On peut investir sur des obligations, on peut investir sur du LVMH, du L'Oréal, du Hermès, des sociétés bancaires, des sociétés automobiles. On peut investir sur tout ce qu'on veut avec un contrat de capitalisation. C'est un peu le compte-titre, j'ai envie de dire, d'une société, d'une personne physique. C'est un peu le compte-titre d'une personne physique. Un contrat de capitalisation. Personne morale, enfin l'équivalent pour une voilà, c'est le compte-titre. Exactement, c'est l'équivalent. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre que le contrat de capitalisation, tout comme un compte-titre, peut être fait dans une holding et peut apporter beaucoup d'intérêt à la société. On peut également investir en tant que personne physique, cette fois-ci sur un PER ou une assurance vie, comme tu en as parlé, mais il peut être intéressant de le faire dans la société commerciale comme dans la holding, donc à y réfléchir un peu plus. Ok. Et il y a des avantages pour la société. J'ai un peu du mal à voir quels avantages. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux d'avoir un PER plutôt qu'un compte titre tout simple dans une holding? Un PER, c'est un plan d'épargne retraite. Donc on appelle ça un plan d'épargne qui prépare la retraite, tout simplement. Un PER, oui, ça peut avoir un intérêt à le faire, mais il faut regarder la situation fiscale du client, s'il est fortement imposé ou pas. Je le rappelle, quand on est entrepreneur, on a le choix d'être fortement imposé ou pas parce qu'on choisit sa rémunération. Donc le PER, ça dépend. C'est une réflexion globale et ça peut être fait dans les deux situations si la personne est salariée ou a un mandat social pour la société. Yes. Et quand aussi, je ne sais pas si tu en parles dans tes conseils, mais quand on est entrepreneur, moi j'en connais aussi qui ont des enfants et souvent la crèche c'est indexé sur les revenus et du coup le temps où les enfants sont à la crèche, ils se rémunèrent quasiment pas pour avoir en fait les prix des crèches qui sont les plus faibles possibles. Donc si vous n'avez pas d'enfants, gagnez de l'argent pour avoir un peu du gras le jour où vos enfants ils seront à la crèche. Et puis sinon, en tout cas, c'est une technique qui est assez souvent utilisée par
Mais en fait, on adapte ses revenus à sa situation. Donc, si on ne l'adapte pas, on serait débile même. Donc, le but, c'est de travailler cette adaptation. Tout le monde ne peut pas connaître tout. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de se faire conseiller ou le fait de se renseigner comme on peut faire sur des podcasts aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, plus on a l'accès à l'information ou plus on la cherche par du conseil, plus on peut avoir des optimisations qui sont effectivement géniales. Ok. Et tu peux nous dire, donc vous avez un cabinet en gestion de patrimoine. Oui, tout à fait. Par rapport à tout ce qui est holding et tout, quel est votre déjà, comment vous rémunérez et quel est votre champ d'action? Est-ce que c'est vous qui l'a créé? Est-ce que vous passez par des prestataires? Est-ce que vous avez un sorte de rémunération pour bien vous occuper de l'activité ou c'est à l'acte, tu vois? Comment est-ce que quel est à la fois ton intérêt et celui de ton client? Celui de ton client, on l'a bien compris. Et je pense que pour que tout le monde ait un peu la vision globale, pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine, en plus des bienfaits pour toi-même, il peut te proposer ce genre de service? Eh ben, nous, on a la capacité juridique à faire du conseil fiscal, juridique, social et financier. Donc ça, c'est déjà hyper important. Et on a cette capacité juridique qui est répliquée sur les sociétés. Donc ça veut donc dire qu'on peut accompagner les sociétés là-dessus. Ça veut donc dire aussi qu'on peut se rémunérer par honoraire, pour répondre à la question. Donc on va nous se rémunérer par honoraire en fonction du nombre d'heures de travail. Donc on va établir une lettre de mission avec nos clients, leur dire ça va nous prendre tant d'heures de travail, on va vous remettre une étude patrimoniale qui prendra en compte votre situation, vos objectifs, et on va vous mettre tout simplement les objectifs, on va essayer de les réaliser et de vous donner des conseils pour réaliser ces objectifs. Donc, on va parler de la holding, on va parler de la stratégie patrimoniale, on va parler de la stratégie de rémunération du dirigeant, on va parler de la stratégie financière dans cette étude patrimoniale. Après cette étude patrimoniale, les clients ils peuvent se dire je mets en place ou je mets pas en place. On leur laisse quand même le choix, même si on leur donne du conseil. S'ils mettent en place, on a la capacité à les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire à faire une holding, à créer une holding, à créer les statuts avec nos avocats qui travaillent avec nous, avec les experts comptables. Et bien sûr, on a même la capacité à gérer la comptabilité des sociétés par les experts comptables qui peuvent travailler avec notre cabinet. Voilà un petit peu comment on ne laisse pas un client dans la nature quand il vient chez nous. Et c'est vrai que certains cabinets peuvent le faire. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous réorienter vers d'autres cabinets si vous ne souhaitez pas venir chez nous. Mais en tout cas, faites-vous accompagner pour ce type de schéma parce que c'est quand même des schémas qui sont très contrôlés. Il faut avoir l'œil d'un conseiller qui va regarder et qui va chapeauter d'un point de vue général par des honoraires, comme tu as pu le dire Thibaut, puis peut-être l'œil d'un avocat fiscaliste, et c'est ce qu'on fait de notre côté. On a l'avocat et le conseiller qui sont toujours main dans la main pour accompagner le client. Ok. Et tu dirais, tu vois là, forcément, ça a un coût de créer cette holding, de la faire tourner. On a vu que l'économie d'impôt, par exemple, sur les 100 000 euros, c'est de 30 000 euros, en tout cas à l'instant T. Tu dirais que c'est à partir de... Est-ce qu'il y a des seuils, des montants pour lesquels voilà, on crée... Parce qu'il y a un peu des gens, la holding, c'est un peu comme la Rolex, tu vois. Il y en a, ils vont dire oui, j'ai une holding, mais on sait que ça, sans forcément avoir... déjà, il faut faire du bénéfice, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt, ou en tout cas faire remonter des flux de trésorerie. Est-ce qu'il y a une sorte de seuil, tu vois, Non, mais c'est encore une très bonne question, ça, Thibaut. C'est encore une très, très bonne question. C'est important parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que non, il faut absolument pas dire à tout le monde qu'il faut faire une holding. C'est pas le but. Il faut faire une holding quand on veut investir, investir, investir. C'est comme dans l'immobilier. La règle d'or, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et ben dans la holding, pour moi, c'est quand on veut investir, 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 capitaliser et non pas distribuer. Donc, c'est-à-dire réinvestir les bénéfices. Pour moi, on vient faire une holding à partir du moment où on a des bénéfices générés au moins pendant 2 ans, déjà premièrement, ou si la première année a été exceptionnelle, pourquoi pas y réfléchir directement. Mais quand on a quand même des bénéfices qui dépassent 50 000, 100 000 euros et qu'on a cette génération de bénéfices qui arrive tous les ans, c'est-à-dire que si c'est 30 000 euros d'économie par an pendant 10 ans, c'est quand même 300 000 euros au bout de 10 ans. Donc ça va très vite. Le schéma, il n'est pas si cher que ça par rapport aux économies générées. C'est juste qu'il faut bien l'utiliser par la suite. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps et que nous, des fois, dans le conseil, on peut être amené aussi à dire, écoutez, attendez encore 1 an et demi avant de le faire. On va conseiller, on va prendre les honoraires pour le conseil, on va monter le schéma, mais on va dire c'est en date 2026 que vous devez faire ce schéma. C'est un peu comme ça que je vois la chose, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas un client vers forcément faire une holding. Il faut absolument leur dire aussi quand il est préférable pour eux d'attendre. Ok. Et est-ce que, donc, admettons, moi, j'ai créé ma société, je suis propriétaire, personne physique de la société commerciale, et elle a, par exemple, des résultats non distribués de 100, 200, 300 000 euros, donc un actif net positif largement. Est-ce qu'au moment où ma holding, du coup, que je vais créer a posteriori, va me racheter mes titres, parce que c'est comme ça que ça se passe, est-ce que là, ça va déclencher une imposition
sur la vente des titres, soit à moi en tant que personne physique, soit sur la société commerciale. Je ne sais pas si tu comprends le schéma. Concrètement. Est-ce que le fait d'attendre va créer une fiscalité à un moment donné? Concrètement, de ton côté, dans tous les cas, si tu as des bénéfices et que tu dois les distribuer, ils seront imposés. Dans la holding, au régime mère-fille, faible imposition, en tant que personne physique, ils seront imposés. Bon, important, si un jour tu dois te revendre à toi-même ta société pour que ta holding détienne les parts de la société du dessous, effectivement, s'il y a des bénéfices à l'intérieur, la société va valoir un peu plus d'argent. Et donc, c'est bien dommage de payer de l'impôt, effectivement, sur la vente parce que tu as une trésorerie importante. La trésorerie, on dit toujours que c'est dommage d'en avoir quand on veut vendre sa société. Et donc là, quand on crée une holding, je le rappelle, hein, il y a un acte de cession qui va se faire, soit un acte d'apport des titres, qui est quand même considéré comme une cession, avec une plus-value qui sera calculée par la suite et donc générée, mais peut-être pas payée directement grâce au report d'imposition, ou tu vends directement ta société à ta holding, et donc il y a une acquisition en haut de la holding. Et donc, s'il y a cette vente, effectivement, il y aura une imposition à 30% du fait de ta plus-value générée. Donc, ça peut être très élevé. Donc oui, la trésorerie n'est pas forcément intéressante quand on constitue une holding. Il faut plutôt savoir soit la distribuer, soit réinvestir, soit faire d'autres choses avec. La trésorerie n'est pas faite pour être là. C'est pour ça qu'il faut penser, à partir du moment où on a des bénéfices, à constituer ces sociétés. Ok. Est-ce que c'est un point un peu précis? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais si on apporte, c'est la même chose, une SCI à une holding, est-ce que ça va être les mêmes schémas qui vont faire? C'est pas forcément intéressant la plupart du temps, effectivement, Thibaut, parce que quand on fait une SCI, le même principe, on va valoriser ta SCI et ça va être constitué encore une fois une vente. Donc l'intérêt peut être moindre parce que tu le sais ce que ça veut dire vente. Hein, toi, tu connais bien l'immobilier. Ce qui veut dire vente veut dire acte notarié, veut dire droit notarié et veut dire droit d'enregistrement et veut également dire plus-value immobilière qui dépend de pas mal de choses. Donc ce n'est pas forcément dans ton intérêt à chaque fois d'apporter une SCI dans une holding, sauf si cette SCI est constituée très récemment. Il y a peut-être une différence par rapport à une SCI constituée il y a longtemps. Ok. Parce que c'est souvent un peu sur le net entre la valeur des immeubles et la dette qui reste. Donc moins il y a de dette, plus c'est cher. Okay. Exactement. Est-ce qu'il y a un autre point que tu juges important pour un dirigeant de société commerciale s'il veut optimiser un peu sa rémunération? Eh ben, oui, parce que la holding, on peut tout à fait faire une SASU et avoir sa société commerciale en EURL, ou le contraire, avoir une SASU en bas et une EURL en haut. Ça veut donc dire qu'avec ces deux sociétés commerciales, vous allez pouvoir vous rémunérer comme vous le souhaitez, dividendes, rémunération standard, rémunération classique, et donc bénéficier des charges sociales faibles et de l'imposition sur les dividendes grâce à la SASU sans être limité au capital social. On peut également réfléchir à une stratégie de rémunération très, très intéressante en termes d'impôt sur le revenu en regardant la situation familiale du client, regarder le nombre de parts et puis analyser le revenu de madame, de monsieur ou le revenu tout simplement du foyer pour analyser la situation d'un point de vue global et faire la rémunération exacte qu'il faut pour ne pas tomber dans les tranches à 30, 41 puis 45% et donc tout simplement limiter l'imposition sur le revenu. Donc oui, la stratégie de rémunération du dirigeant avec une holding, elle est accompagnée par cette holding et elle peut être hyper intéressante. Ok. Est-ce que dans ces situations, tu prends aussi en compte, je sais qu'il y a des sortes de plafonds de cotisation et aussi, je suppose, pour la retraite, c'est pas, là, je suis vraiment pas sûr, hein, vu que ça fait très longtemps que je suis parti, mais je pense que si tu cotises 100 000 euros par mois à ta retraite, je crois qu'il y a un plafond. Tu peux pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu toucheras pas à 80 000 euros de retraite. Exactement, non. Voilà. Il y a des plafonds effectivement qui existent que je ne connais pas, mais il n'est jamais conseillé de se rémunérer autant. Et c'est pour ça que je ne les connais pas, parce qu'on ne conseillera jamais ça de notre côté. Okay. Mais en tout cas, oui, la rémunération, si on se rémunère 100 000 euros, le pourcentage de rémunération qui va pour sa retraite est bien plus faible, plus la rémunération augmente. Donc, on dit que souvent, au-delà de 2 800 euros par mois, on commence à cotiser plus pour les autres que pour soi-même. Ok, très intéressant. Est-ce que tu as un point nous, on a beaucoup de personnes, notamment, qui ont plein d'activités. Ils se rémunèrent juste le minimum. Donc, je pense que c'est autour de 800 euros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Qu'est-ce que tu en penses par rapport donc, ça permet quoi? D'avoir une couverture sociale dans tous les cas, c'est ça? Dans tous les cas, on se couvre et on cotise pour la retraite et on valide ses trimestres. C'est surtout ça qui est cherché. On valide des trimestres qui sont très faibles. Hein. Du coup, on le comprend, on aura le minimum vieillesse sur des minimums comme ça. Mais on valide ces trimestres. Point important par rapport à ça, c'est juste que ce n'est pas forcément toujours conseillé. Car quand on a une situation comme la tienne avec 2 parts et demi, il faut regarder les revenus de l'autre personne, les revenus du foyer d'un point de vue global. Et peut-être que se rémunérer
jusqu'à la hauteur la fameuse tranche de TMI à 11%, ça peut être intéressant. Donc, il faut plus réfléchir que tout simplement réadapter des choses qu'on a vues sur le net et qui sont totalement fausses et qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Donc, j'insiste là-dessus. La réflexion de la stratégie de rémunération du dirigeant, elle est intéressante à partir du moment où on se pose dessus et on comprend les biais et les leviers de l'enrichissement. Mais c'est vrai que quand on se rémunère peu comme ça et qu'on distribue tout en dividendes, souvent, c'est une ânerie, pour tout dire, une connerie, parce qu'on va se rémunérer pas assez, on va pas cotiser pour sa retraite, et au final, l'argent qu'on aura gagné, on va avoir payé 25% d'IS plus 30% d'impôt sur le revenu par la flat tax, IR et PS. Donc, on a payé 55%, alors que si on s'était distribué, on aurait distribué avec 40% de charges sociales et 11% d'impôt sur le revenu. Tu vois où je veux en venir? On n'a que 51% de frottement, VS 55 dans l'autre cas. Forcément, c'est un peu dommage dans certains cas de réfléchir comme ça et de ne pas vraiment regarder à quoi ça correspond et plutôt d'appliquer des choses qu'on voit sur le net. Monsieur a fait ça, donc je vais faire ça. Ok. Un point que je pense que c'était un point tu pourrais. Par exemple, moi, autour de moi, je connais personne qui fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Tu pourrais nous dire dans quel cas, il faut faire appel. Donc, tu as bien expliqué que tu faisais un bilan. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même un travail qui est dynamique et au long cours, en fait, parce que ça va dépendre à la fois de ta situation personnelle qui va changer et aussi des résultats de ta société qui peuvent être très variables. Donc, déjà, qui, qui a besoin de vous? Bon, là, on en a un peu parlé. Et surtout, est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce que vous accompagnez les gens sur la durée? Est-ce qu'ils payent une sorte des frais annuels ou c'est des frais par acte ou des frais par placement? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne quand on est entrepreneur? Voilà. Est-ce qu'on a besoin ou non Les entrepreneurs qui sont accompagnés par notre cabinet, les entrepreneurs qui sont accompagnés par notre cabinet, ils ont la chance d'être accompagnés effectivement sur la partie professionnelle, mais aussi sur la partie personnelle, Thibaut. Qui dit partie personnelle dit partie investissement financier ou investissement immobilier. Sur la partie investissement, on est rémunéré par rétrocession, rétrocommission et on travaille avec tous les assureurs de la place. Concrètement, si on prend des frais d'entrée, les frais d'entrée sont pour notre cabinet et l'assureur, lui, ne prend pas de frais d'entrée. C'est bien nous qui sommes en fait les banquiers ou les courtiers de l'assureur. On travaille avec vraiment tous les assureurs de la place de notre côté, d'où notre indépendance au niveau du conseil par rapport à ça. Pour l'indépendance de la rémunération, elle n'est pas indépendante car on est rémunéré par rétrocommission. Ça veut donc dire qu'on est rémunéré par les placements fournis. Point important par rapport à ça également, un client qui va me dire « je veux faire tel investissement chez tel assureur », on va le suivre car on peut l'accompagner chez tous les assureurs, comme je l'ai dit. Deuxième point, la rémunération par honoraire. Ça, c'est pour le conseil fiscal patrimonial. Principalement, ce sont les chefs d'entreprise qu'on accompagne, mais on accompagne aussi certains patrimoines intéressants ou conséquents sur la partie immobilière pour, par exemple, de la transmission de patrimoine ou pour, par exemple, de l'optimisation fiscale. Sur ces deux leviers-là aussi, on peut accompagner par honoraire avec tout simplement un conseil qui va être adapté en regardant la situation fiscale aujourd'hui ou en regardant la situation patrimoniale pour optimiser la transmission. Là, on est sur des honoraires et donc on est sur une mission définie. Pour tout ce qui est placement financier, on est plutôt sur une mission de très très long terme avec des rendez-vous trimestriels avec nos clients. Et pour tout ce qui va être accompagnement du chef d'entreprise et non pas mission patrimoniale, transmission ou mission fiscale, l'accompagnement du chef d'entreprise, on va être sur du très très long terme aussi parce qu'on parlera également prévoyance, mutuelle, PE, PER, assurance vie, contrat de capitalisation. Donc au final, on peut l'accompagner sur pas mal de choses une fois que l'étude patrimoniale a été faite. Ok. Et là, c'est pareil, c'est rétrocommission ou c'est des honoraires pour cette partie-là. Honoraires. Ok. Honoraires. Et bien sûr, s'il y a des placements, c'est de nouveau rétrocommission pour tout placement financier réalisé. On peut aussi adapter à certains clients les honoraires, certaines personnes qui voudraient des honoraires. C'est tout à fait possible avec nous. Ok. Le dernier point que je voulais voir avec toi, donc là, je pense qu'on a fait un bon tour. C'est peut-être juste un peu le point plutôt entrepreneurial pour toi-même. Donc, tu as lancé, tu as dit, il y a 3 ans. Comment on se lance? Comment tu gères peut-être tu peux nous expliquer comment tu as fait l'acquisition de tes premiers clients, parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'activité. Et puis aussi, tu as dit que tu as fait rentrer 2 associés. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais un peu comment c'est toujours un gros point, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans les sociétés commerciales. Comment on choisit un bon associé selon toi et pourquoi on en fait rentrer d'autres? Si tu peux nous en parler un petit peu, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui se lancent et qui veulent avoir. Comment choisir un bon associé concrètement? Alors, comment choisir un bon associé? Je pense que c'est important de bien le connaître, d'appréhender toute la situation, de savoir aussi vers quoi on va et quelles sont les missions qu'il va pouvoir nous apporter et le côté complémentaire.
Nous, on a cherché des personnes qui étaient complémentaires à nous. On a cherché des personnes qu'on connaissait depuis longtemps. On a cherché des personnes qui avaient la même vision que nous du métier, une vision long terme, une vision de confiance, une vision de transmission de connaissances. Donc, c'est vrai qu'on a cherché tout ça. Une fois qu'on a coché toutes les cases, on a dit OK. Après, pour tout ce qui est part sociale ou part ou action vendue, ça, c'était une discussion entre lui et nous. Pour l'intéresser forcément au projet, il fallait pas 1% des parts. Il fallait plutôt vendre un pourcentage plus élevé. Et puis surtout, pour un intérêt économique, financier aussi pour lui-même, c'était plus intéressant d'avoir un pourcentage plus élevé. Qui dit pourcentage plus élevé aussi, dit acquisition plus élevée de son côté, donc risque plus grand, ce qui montre aussi l'importance qu'il accorde au projet. Donc c'est un peu tout ça qu'on a recherché. Après, il y a de l'optimisation fiscale à faire et de l'optimisation sociale pour la vente des parts, mais ça, c'est totalement autre chose. Oui, bien sûr. Et ça, souvent, on le fait aussi quand on veut racheter des sociétés. Par exemple, s'il y a un peu un directeur technique, on le fait rentrer, c'est assez courant de le faire rentrer dans la société, qui prennent des parts pour qu'ils soient aussi engagés et qu'ils ne partent pas du jour au lendemain. Si demain, vous voulez acheter je sais pas, une usine de moules pour l'industrie, eh ben c'est peut-être bien que celui qui s'y connaît, s'il reste impliqué dans le projet. Donc, en général, on lui vend les parts. Et tu peux nous dire juste le lancement de la société, comment vous êtes fait connaître? Bon, tu as un podcast. En plus, tu passes sur mon podcast, mais maintenant, votre activité, elle est déjà un peu, on n'est plus à ces balbutiements. Comment vous avez fait pour avoir vos premiers clients? Mais alors, de notre côté, les premiers clients, on les a eus par le réseau professionnel, notre ancien métier qui était banquier privé chez BNP Paribas et banquier privé à la Société Générale. Ça, c'est aussi notre réseau professionnel au final. Et puis, bien sûr, les amis au départ, les connaissances des connaissances. Et puis après, l'éducation financière pour tous, qui était le levier le plus grand. On a lancé une page Instagram et une page TikTok qui s'appelle Bonnet Doyen Conseil et qui est extrêmement bien développée aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on a un podcast, L'art de la gestion patrimoniale, qui nous permet encore plus de développer de l'éducation financière pour tous et au final des rendez-vous qui sont pris par ces biais-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt le réseau, les connaissances et aujourd'hui, c'est principalement la recommandation qui fait nos nouveaux clients. Et ça, c'est un point, je pense, qui est important, c'est que quand on se lance, parfois, les gens, ils sont un peu tristes, entre guillemets. C'est un peu bizarre, mais que ce soit leurs proches, les premiers clients, et de ne pas avoir un client comme ça qui sort de nulle part, où on se dit, ah ben voilà, tous mes efforts un peu de communication, ils ne payent pas. En fait, c'est vraiment le cheminement normal. C'est les personnes qui vous connaissent le mieux, qui vous font confiance, et puis aussi qui veulent un peu vous aider. C'est tout à fait normal. Et après, votre cercle, il va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Ah, Bah, totalement, ça prend beaucoup de temps au début. Moi, je vous dis, ça prend beaucoup de temps. Il faut pas prendre peur. Il faut continuer sa stratégie de communication. Si au bout de 3-6 mois, ça prend pas, effectivement, il faut y réfléchir. Mais la communication, ça prend beaucoup de temps. Et puis, plus vous avez une mission claire et précise de votre communication, parce que nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation financière. C'est un sujet qui va être pris par le gouvernement, j'en suis certain, à un moment. Donc, pour moi, c'était une vraie mission. Et cette mission-là, en fait, elle s'est transmise. Et comme les personnes sentent qu'on est passionné par l'éducation financière, ils ont envie aussi d'être accompagnés par nous. yes. Super. Si on veut te contacter, Alors, vous avez Instagram, vous avez aussi LinkedIn, Jérémy Doyen, vous avez notre podcast, L'art de la gestion patrimoniale. Et voilà, vous avez aussi notre site internet www.bonnetdoyenconseil.com, tout simplement. eh ben super. Merci, Jérémy. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Je te souhaite très bonne continuation et beaucoup d'impôts évités ou décalés pour tes clients. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura été instructif pour vous. Je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas encore écouté le podcast de la semaine dernière sur mon appartement détruit, foncez l'écouter. Si jamais vous voulez écouter encore l'épisode précédent, si malheureusement vous l'avez raté, j'avais fait l'épisode avec Émilie sur aussi ces galères, abandon de chantier, les surcoûts, les migrants. Et puis, vous avez aussi l'épisode, si vous voulez rejoindre notamment le Club Invest, qu'on vous accompagne du début à la fin de votre recherche de biens jusqu'à ce que vous encaissez les loyers. Vous pouvez nous rejoindre au Club Invest et vous pouvez écouter l'épisode qu'on a fait avec Théo du 9 octobre. Il est venu pour un bien, il repart avec 7, en sachant que maintenant, pour le Club Invest, on a carrément une garantie parce que 100% de nos membres qui nous ont rejoints et qui ont suivi du coup notre méthode ont trouvé des biens, ont eu des offres acceptées, ont acheté des biens. Vous pouvez le voir avec Théo. Et du coup, en fait, si maintenant on a carrément une garantie que si vous trouvez pas de biens en 6 mois, on vous rembourse la totalité de ce que vous nous avez payé. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre,
soit vous m'écrivez info@patron.net, sinon vous avez toujours le lien clubinvest.fr. Vous pouvez prendre un appel gratuit et on discutera avec vous parce que forcément c'est pas parfois il y a des personnes qui peuvent pas rejoindre le club, qui remplissent pas forcément les conditions ou avec qui le courant, voilà, on voit que ça va pas fonctionner, donc on fait toujours un appel qui est pour vous, pour que vous nous découvriez, et puis pour nous aussi, pour voir si en fait vous allez convenir entre guillemets si on est sur la même longueur d'onde pour pouvoir travailler ensemble, parce que comme on fait ça en one-to-one avec des appels plusieurs fois par mois, des messages et tout, il faut forcément que ça colle bien de chaque côté de chaque côté. Du micro, du coach et de la webcam. Donc voilà. Et je vous rappelle, Académie des Gros Billets, vous avez accès à toutes mes formations, plus des bonus. C'est encore, je vais pas l'annoncer genre une semaine avant en disant je vais fermer dans une semaine. Je sais que parfois il y en a qui ont du retard sur les podcasts. Donc en fait, je vais regarder la date, comme ça je vous dis la date précise. Du coup, je vais fermer le dimanche 1er décembre. Ce sera, voilà, vous pourrez plus rejoindre à partir de cette date l'Académie des Gros Billets. Donc, l'Académie des Gros Billets, c'est un abonnement. Vous avez accès à toutes les mises à jour. Et après, sinon, si vous voulez juste la formation sur la bourse, sur la négociation, sur habiter gratuitement, sur le dossier bancaire, sur l'intelligence artificielle, là, vous pouvez les acheter en one shot, en une fois. Sur mon site grosbillet.com, vous avez en haut à gauche, vous verrez sur la page, vous pouvez cliquer, vous avez accès à tout. J'ai plein d'avis aussi Trustpilot. Merci à tous ceux qui m'ont laissé. J'ai que des 5 étoiles. Merci à vous. Donc sur les membres qui ont déjà rejoint, il n'y a pas d'avis payé ou quoi que ce soit. Si vous voulez aller voir, il y a sur le site, sur mon site grosbillet.com, il y a une partie des avis. Et sinon, vous allez sur Trustpilot, vous tapez Bye Bye Patron. Vous verrez aussi les notes qu'on a. Et pareil, si vous voulez rejoindre le Club Invest, on est ici un Trustpilot avec des avis. Merci à tous ceux qui l'ont laissé. Voilà, on est 100% transparent. Moi, je suis là vraiment pour vous guider dans votre quête des gros billets tout au long de l'année. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.